Nous sommes aujourd'hui à Genève et dans le cadre d'un univers mille mondes al palato, nous avons le plaisir, la joie de recevoir Laurence Déonat, grand reporter, et qui nous a livré beaucoup de sa vie, de ses souvenirs, de voyages, d'études, de découvertes, de photographies également, dans ses mémoires ébouriffées. Donc nous connaissons Madame Déonat par ses écrits et par cette vie de découverte qu'elle a eue dans toute sa carrière de reporter. Je m'arrête là pour vous donner la parole, Madame Déonat, Laurence Déonat, si vous permettez, et nous vous connaissons, mais ce que nous souhaiterions savoir au fond, c'est qui et comment vous avez eu ce souhait, ce désir de la découverte de ce monde, tout d'abord du Proche-Orient, et aussi ce monde immense qu'est l'Asie centrale. Merci de nous ouvrir non seulement vos souvenirs, mais aussi vous connaissant votre cœur. Comme c'est gentiment demandé. Merci. Eh bien, mon parcours est aussi long que les steppes du Kazakhstan. En fait, j'étais une enfant très rebelle. Et l'idée que le seul avenir qu'on me préparait, c'était de me marier, de mettre des petits tailleurs Chanel avec des fausses perles, de faire les cocktails, d'accompagner mon mari pour sa carrière, me semblait totalement rédhibitoire et totalement insupportable. Très vite, j'avais compris que j'étais un citoyen de seconde zone et que si je voulais vraiment me développer, comme vous dites, mon cœur, mon âme et surtout mon esprit, il ne fallait pas que je reste à l'ombre de Calvin. Calvin, pour les téléspectateurs, c'est un réformateur genevois. Bon, donc mon père était un homme politique. Je suis aussi un enfant de la guerre. Je suis né juste en 1937 et jusqu'en 1945, j'avais donc 8 ans. Et pendant ces quelques années, je n'entendais parler à la maison que de politique, ou presque. Les nazis régnaient. Mon père avait fait des années de correspondant à Heidelberg en Allemagne, et il avait une vingtaine d'années seulement, et il a été engagé dans la censure pendant la guerre. Il m'a dit d'ailleurs plus tard que ça avait été très difficile de garder sa langue quand il savait tout ce qui se passait en Allemagne. Ceci dit, ça ne veut pas du tout dire que mon père était quelqu'un de refermé sur l'Europe et sur les problèmes européens. Mon père a toujours été quelqu'un d'extrêmement ouvert, curieux d'esprit, et en fait, bel et bien le fils de son père, qui était un archéologue helléniste mondialement connu, qui s'appelait Waldemar Déonat. Et quand lors de mes reportages, j'allais dans un pays ou un autre, que je visitais le musée local, je demandais à rencontrer le responsable de la salle des antiquités. Et quand il voyait ma carte de visite, il me disait « Est-ce que vous êtes parent de Waldemar Déonat ?» Et je me suis rendu compte que nul n'est prophète en son pays, parce qu'il est vraiment connu mondialement. Donc, toute mon enfance, j'étais en même temps rebelle, et en même temps fascinée par la politique et par les relations de pouvoir.
Je me suis très vite rendu compte du colossal mensonge qu'était le monde. J'étais une petite fille affreusement curieuse. Et puis, j'ai voulu faire plaisir à tout le monde et je me suis mariée. Et ça a été une catastrophe. J'ai divorcé. Je me suis retrouvée devant le journal local qui s'appelle La Tribune de Genève et j'ai cherché la page où on risquait de m'offrir un job. Et là, le destin ou le hasard avec un H majuscule m'a répondu. J'ai vu une petite annonce pour une galerie d'art contemporain dans la vieille ville de Genève. To make a long story short, le propriétaire de cette galerie, qui s'appelait Yann Kruger, c'était un juif qui s'était échappé des camps de concentration, notamment Berchtesgaden, Dora, et qui avait un numéro sur son bras. Un juif d'origine polonaise? D'origine polonaise, exactement. Et de vivre à son côté pendant 5 ans, comme je l'ai fait, d'abord, ça m'a remis les yeux en face de l'art, qui avait été toujours mon hobby. Mais surtout, ça m'a fait comprendre que la raison, avec un R majuscule, qui est ce qu'on m'enseignait chez moi et à l'école, ça n'était pas la vérité. Que c'était la folie, avec un F majuscule, qui menait le monde. À vivre avec quelqu'un qui sort d'un camp de concentration, c'est extrêmement pénible et en même temps, ça vous ouvre les yeux. Et puis moi aussi, bien comme mon père, mon grand-père, j'étais quand même un esprit extrêmement ouvert. Et à écouter Yann Kruger, je me suis rendu compte que moi aussi j'étais un peu une justicière, comme mon père, le politique, qui se disait un justicier. Et que, au fond, j'avais envie d'aller au Moyen-Orient, puisqu'il était juif et qu'on parlait tout le temps d'Israël. Et en 1967, je suis partie toute seule sur les routes du Moyen-Orient. Dès que j'ai mis le pied en Jordanie et que j'ai senti le vent du désert, eh bien j'ai senti que j'étais à la maison comme si j'avais déjà vécu là. Et à quel titre êtes-vous partie? Ah, je suis partie pour la correspondante du journal de Genève, dont mon père était président du comité de direction. Et il n'y avait aucune femme. Non, il n'y avait aucune femme reporter. Et quand j'avais demandé au rédacteur en chef, M. Bernard Becker, pourquoi il n'y a pas de femmes, et il m'avait répondu, oh, s'il y a des femmes, ça complique les choses. Donc, c'était l'époque, naturellement, et qui dure encore parfois, comme vous savez. Parfois, j'ai pris ça très mal, mais en même temps, ça m'a boosté. Et j'ai pris, à ce moment-là, j'ai pris beaucoup de risques. J'ai commencé à aller dans les endroits en guerre, au Moyen-Orient. Je me suis mise dans des situations où je ne me mettrais pas aujourd'hui, parce que ce serait, je pense, trop dangereux. Mais en même temps, cette région m'attirait parce qu'elle est quand même le laboratoire des religions. Ce qui n'était pas le cas d'autres pays que j'ai visités également en Amérique latine ou en Europe. Il y a là-bas quelque chose d'insondable qui m'a beaucoup attirée. Et si vous permettez, quel accueil vous avez reçu? Vous avez senti dès le début que vous étiez sur la même longueur d'onde, ou pas la même longueur d'onde, mais de ces êtres qui dirigeaient ces pays, qui conduisaient aussi la politique, et vous avez senti là qu'il y avait des répondants à ce que vous décidiez découvrir et comprendre. Oui, il y avait beaucoup de hasard. Quand je suis arrivée en juin, à la fin de juin 1967 en Jordanie, d'abord
ils étaient tellement étonnés qu'ils ne comprenaient pas qui j'étais et ils pensaient que j'étais probablement la correspondante du New York Times, alors que je n'avais pas encore écrit une ligne, même pas sur le bal des pompiers. Merveilleux. Donc, après, j'ai appris que la Syrie avait perdu la guerre et qu'elle était complètement fermée. Et on m'a dit, vous savez ce que c'est un scoop? Et j'ai dit non. Mais un scoop, c'est justement, c'est pouvoir entrer en Syrie. Donc, je vous passe les détails, mais je me suis débrouillée pour entrer en Syrie. Et par la suite, vous avez fait des scoops sur scoop et Oui. scoop, Et scoop, et scoop, et scoop. comme je vous connais. Juste en Iran notamment, j'ai trouvé moyen de visiter les prisons politiques de Khomeini. Et là, je dois dire que c'était très troublant. C'est toujours très troublant quand vous êtes dans un monde qui est, par certains côtés, valable, mais dont l'idéologie est insupportable. Et pour les terrifiante. étrangers. Mais en même temps, je pouvais comprendre leur attitude, notamment vis-à-vis des États-Unis. Leur fierté. Oui. C'est un peuple très fier. Et j'ai essayé aussi de rendre à travers mes articles ce que les peuples étaient. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire partie de cette association pour laquelle nous faisons cette interview. Parce que je pense que nos idéologies eurocentrales ou eurocentristes ne sont pas la réponse à tout. J'ai trouvé beaucoup d'accueil, de paix chez beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Et ça a été une leçon aussi pour moi. Ça a été aussi une leçon pour moi de découvrir l'Asie centrale ex-soviétique. Mais je l'avais déjà rencontré du temps des communistes. J'avais fait des reportages dans les années 80, puisque le mur de Berlin est tombé en 89. Oui, exactement. Et j'étais en Asie centrale en 84, déjà, du temps des communistes. Donc, avant la chute du Avant la communisme. chute du communisme, je n'imaginais pas que le communisme tomberait jamais. C'était sous Gorbatchev, C'était les l'Union débuts. soviétique, C'était le les début débuts. de la perestroïka, Oui, de la glasnost. exact, exact. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est de voir que les gens n'aimaient pas du tout Gorbatchev. Alors qu'ici, il était considéré comme un héros de du libéralisme, de la liberté, etc. Les gens étaient très réfractaires à son personnage. Et ça m'avait fait un peu de peine parce que j'imagine que cet homme, à sa façon, était un type bien. Je le pense. Vous étiez où au moment de la rencontre Reagan-Gorbatchev à Genève? Vous avez suivi la rencontre ou bien Non, vous étiez en Asie? J'étais pas là, je devais être quelque part au Moyen-Orient. Voilà. Non, je n'ai pas assisté à ces moments-là. Mais vous savez, tout a tellement changé. Quand j'ai débuté, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait rien. Il fallait trouver une post-office, pour envoyer votre papier. Vous les envoyez sous la forme de télégramme ou de comment est-ce qu'on appelait? Non, des lettres. Des Et lettres. puis quand Ça prenait combien de temps, par exemple, Oh, des fois, ça prenait 3 semaines, un mois, avant qu'elle n'arrive avant qu'elle n'arrive ici. À la au journal et à la direction du journal? Et, après, quand je rentrais, je les réécrivais proprement. Et alors, le problème, c'est plus d'actualité. Parce que il n'y a plus l'actualité avec un A majuscule qui se vend.
Et l'actualité, naturellement, dans ces moments-là, va très très vite, c'est vrai. Un scoop, il faut qu'il soit livré immédiatement. Exactement. Sinon, il n'est plus un scoop. Et puis même s'il est plein d'erreurs, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de vendre. Et que ça soit lu, naturellement. Ce n'était pas du tout la même chose quand j'ai débuté. On avait vraiment l'impression d'être des explorateurs, d'avoir fait des grandes choses. Même moi, je dis franchement, j'étais assez fière de ce que je faisais. Maintenant, on sait tout sur tout et rien sur rien. Parce que tout va très très vite et depuis l'Internet, il y a 30 ans maintenant à peu près, que nous utilisons ce moyen-là et on sait tout de suite dans la seconde qui suit l'événement. Absolument. Et moi, je m'étais fait, pour répondre à votre question, je m'étais fait une idée de l'ancienne Union soviétique, totalement grisâtre. C'est une grande tache sur les cartes de géographie, mystérieuse. On ne savait pas très bien ce qui s'y passait. Et on entendait des histoires de goulag, des histoires de persécution des antisémites, enfin, toute cette historiographie autour de l'Union soviétique. Donc, après la chute de l'Union soviétique, je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans ces pays pour voir en quoi ils ont changé? Et en fait, ils n'avaient pas beaucoup changé. Si dans le quotidien, avec une ouverture vers le capitalisme discrète à cette époque, était bien là, les esprits n'avaient pas changé. Et il restait quand même, chez les interviewés, très souvent une méfiance. Une crainte aussi de ce qu'ils pouvaient subir selon ce qu'ils avaient dit. Exactement. J'ai été à la frontière afghane, justement pour essayer de parler aux soldats russes qui revenaient du front afghan. Eh bien, je n'arrivais pas à leur tirer un mot. D'abord, ils étaient malheureux, mais surtout, ils avaient peur. On vivait dans la peur. Mais en même temps, il y avait des bonnes choses. Je suis allée un jour dans un magasin pour acheter un yogourt. Et on allait faire la queue pour un yogourt. Et dans la queue, un jeune homme me dit « Bonjour madame, il voyait que je disais en français. Vous parlez français ?» Je dis « Oui ». Il s'est présenté. C'était un jeune homme qui parlait français comme vous et moi. Il n'avait jamais quitté l'Union soviétique. Qui lisait Balzac dans le texte. Et j'ai rencontré des gens infiniment cultivés. Me suis aussi rendu compte que la belle musique classique européenne était arrivée à travers les Russes, dans toutes ces régions, qui se sont développées aussi dans ce sens-là. Donc, cette idée tellement noire que j'avais, je me suis rendu compte qu'au fond, les choses étaient beaucoup plus complexes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, qui entre nous parlent quasiment la même langue, c'est-à-dire une langue dérivée du turc. Oui, une langue d'origine turque. Exactement, la Turquie a joué un grand rôle dans cette région. Et bien qu'au fond, ça n'était pas uniquement une bénédiction que cette chute de l'URSS, que cette précipitation vers un capitalisme sauvage n'était pas non plus la réponse à tout. Et c'est pour ça que je pense qu'une association comme ça, qui écoute nos cultures et la leur, ne peut que déboucher sur la paix. Et parlez-nous aussi de votre, j'allais dire, de statut de femme que vous êtes, de sexe féminin. Est-ce que ça a été, à ce moment-là, un atout, ou plutôt que vous avez ressenti, nous sommes dans un monde musulman,
où la femme n'a pas toujours, enfin chez nous non plus, hein, mais chez nous non plus, vous le savez vous-même trop bien, mais le fait d'être une femme, à un moment donné, vous a-t-il plutôt aidé ou plutôt freiné dans des pays où, au fond, le statut, la femme n'a pas véritablement, en tout cas de pouvoir politique, ou n'avait pas, elle en a... N'avait pas, parce que n'avait pas, oui, maintenant... Elle vote partout. Oui. Écoutez, être une femme, le mauvais côté, c'est que vous devez être journaliste le jour et nonne la nuit. Vous devez rentrer dans votre chambre d'hôtel, tandis que vos chers collègues masculins vont au bar. Salut mon vieux, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? On va faire une tournée dans la ville. Ce qui m'est absolument impossible. C'est sûr. Donc ça, c'est un mauvais côté. Autre mauvais côté, je voulais interviewer le président du Yémen et qui a refusé finalement de m'interviewer parce que tous les matins, dans le quotidien yéménite, il y avait son portrait avec un canapé et à l'autre bout du canapé, il y avait l'invité du jour. Et l'idée que l'invité du jour pourrait être une femme, j'allais ruiner sa réputation. Oui. Donc je n'ai pas pu le faire. Mais ce que j'ai appris et ce dont je me suis servi énormément dans mes livres, c'est le fait justement que je pouvais aller chez les femmes, écouter les femmes, sentir le pouls du pays à travers les femmes, qui elles ont les pieds sur terre et racontent la vérité. Donc ça, c'était un côté... la vérité, le quotidien, et le quotidien aussi de la vie. Vous pouvez dire des énormités à un ministre avec un air, si possible, innocent, puisque de toute façon, vous êtes femme, donc vous n'y comprenez rien. Ça, c'est un avantage aussi. Enfin, il y a un peu de tout. Chère Laurence Déonat, nous continuons et nous allons quitter l'Orient, le Proche-Orient, l'Orient, pour nous retrouver là en Asie centrale. Et la question que je souhaiterais vous poser aujourd'hui, c'est que pensez-vous des peuples du Kyrgyzstan, Kazakhstan? Pensez-vous qu'ils sont restés, ces peuples nomades, à l'origine, mais depuis qu'ils sont, entre guillemets, indépendants, libres de Moscou et de l'Union soviétique, est-ce qu'ils ont settled, comme on dit en anglais, ils se sont installés dans leur montagne et leur terre, ou vous pensez qu'ils n'ont pas encore vécu cette période de reprise en main totale de leur destin, ou pensez-vous d'autre part qu'ils sont encore profondément, le mot est peut-être trop fort, dépendants de Moscou, c'est-à-dire de ce système qui perdure, que l'on veuille ou non, de l'Union soviétique? Moi, je pense que c'est encore profondément ancré dans les esprits. Quand on a vécu 70 ans avec cette idéologie qui était très forte et qui à l'origine était si belle, parce que si l'économie avait continué normalement et positivement, peut-être qu'on aurait eu, dans le sens du du terme, pas les goulags, pas le... Les goulags, il y en avait déjà du temps des tsars. Oui. Pas aussi cruel peut-être. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est quand on dit les peuples de cette région, c'est qu'ils sont extrêmement hétérogènes. Ouais, naturellement variés. Il y a des Ouzbeks, il y a des Kirghizes, il y a des Kazakhs, il y a des Iraniens, il y a des Juifs, il y a
il y a et encore d'autres petites minorités. Donc parler de peuple, c'est des dizaines et des dizaines de peuples différents qui avaient été rassemblés sur l'énorme poids de l'Union soviétique qui tenait ensemble tout ça, tout ce tricotage de différentes populations. Maintenant, chacun, il y a donc une fédération depuis 1991 de ces peuples, comme vous les appelez, de l'Asie centrale, et ça n'est pas un paradis. Les vieilles haines ressortent, et ce qui avait été rapproché s'écarte de nouveau. De sorte de haine tribale, on peut dire. Tout à fait, tout à fait. C'est un pays de clans. Un pays de clans. Mais ils ont en commun une différente langue, je vous pose la question. Ils ont le russe en commun. En commun le russe, Oui. et en commun leurs langues sont toutes... elles sont nées de la... Non, 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 la Mongolie, c'est une langue Absolument différente que celle du Kyrgyzstan, du Kazakhstan, par exemple. Non, qui ont toujours... il y a quand même le russe. Et puis le turc, enfin par certains côtés, est-ce qu'il n'y avait pas... Oui, il y a des minorités turques, mais pas tellement. Pas tellement. Et moi, ce qui m'a frappé dans la jeunesse kazakh, puisque j'ai écrit un livre sur le Kazakhstan que j'ai visité depuis la mer Caspienne jusqu'à la Chine, et moi, je peux vous dire que la jeunesse, la langue kazakh qu'on impose dans les écoles, qu'on impose dans les ministères, n'a pas un succès extraordinaire. La jeunesse, elle hausse les épaules, elle parle russe entre elles, ou anglais, puisque le paradis, n'est-ce pas, c'est paraît-il, c'est l'Amérique. Donc, je crois que dans les anciennes générations, oui, ils sont encore très marqués par l'Union soviétique. Voilà. Merci. Et ce Kyrgyzstan, pour l'association dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, Alpalatu, a une résonance spéciale dans votre vie. Spéciale, peut-être, parce que je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de connaissances mutuelles de tous ces pays d'Asie centrale qui ont été complètement rayés de la carte pour nous, les Occidentaux, pendant 70 ans. Absolument. Donc c'est le moment qu'on se reconnaisse les uns les autres et qu'on découvre que là-bas, il y a des musiques, il y a des danseurs, il y a des artistes, et puis surtout, alors là, ça n'a pas changé, du moins je l'espère, c'est les poètes. La poésie, c'est quelque chose de sacré. Il n'y a pas une personne que j'ai connue là-bas qui m'a pas dit « Oui, oui, mon grand-père était poète ». Ils étaient tous poètes. Donc la poésie, je l'espère, va rester. Parce qu'elle est quand même un ciment, et je pèse mes mots, de toutes ces régions. Et encore une question, puisqu'on parle de poésie, est-ce que cette poésie est inspirée par la foi musulmane ou plutôt par leur vie Par leur vie. Souvent des montagnards, comme vous avez dit, quand ils habitent... Vous parlez du Kyrgyzstan. Oui, oui, oui. Mais vous parlez maintenant en général de ces pays qu'on appelle les pays d'Asie centrale. Non, je ne crois pas, non. 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 C'est plutôt la vie, les sentiments, la steppe, la solitude, les chauds, l'amour. L'amour aussi. L'amour aussi, discrètement. Un peu trop discrètement pour la jeunesse, d'ailleurs. Mais musulmans, non, musulmans. Et c'est ça le gros problème, c'est que les talibans, ils sont au coin de la rue, ils sont au coin de la steppe. Et
Bishkek, qui est la capitale du Kyrgyzstan, a énormément changé. Les mosquées poussent comme des champignons, les écoles laïques se ferment les unes après les autres, et là c'est un... Et les supermarchés sont devenus des divinités. Donc là, il y a vraiment un problème de choc des cultures, si j'ose dire. Et c'est à nous, les Européens, qui tenons à l'ouverture et à la paix, de faire aussi un pas vers ces pays-là. Est-ce que les talibans ont, dans ces divers pays, une influence sur ce qui se passe en Afghanistan? En Afghanistan, évidemment. Oui, naturellement, mais je veux dire, dans les autres pays... J'y étais pas voilà, récemment, oui. Mais ça doit arriver. Ça doit arriver. Et je pense que M. Poutine n'y voit pas d'inconvénient, puisque il est assez content que les anciens morceaux du puzzle de l'Union soviétique commencent à se battre ensemble. Divide to reign, la vieille devise, diviser pour régner. Oui. Et elle reprend alors là du poil de la bête. De force. Et beaucoup de force, oui, absolument. Ouais. Alors je crois pouvoir vous dire un gros merci. Mais je vous en prie, mon cher ami, il faudrait quand même préciser qui vous êtes. Oui, écoutez, je ne suis pas grand-chose maintenant. Pas grand-chose. Je n'ai jamais été grand-chose, mais je suis votre ami voilà. depuis longtemps, et c'est ça qui est important. C'était un immense plaisir de vous entendre et de vous entendre parler surtout de ces pays que vous êtes une personne très rare à connaître, Ça c'est vrai. comme vous le connaissez. Ça c'est vrai. Merci de tout Bravo à cœur moi. d'avoir accepté cette interview. Je vous en prie. Merci beaucoup.